Amis des colis de fans, bonjour. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo dans cette série. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une partie, en fait, d'un colis de fan que j'ai reçu d'un sirobien belge, Philippe, qui très gentiment m'a envoyé, en fait, deux appareils, qui sont des appareils de la marque Leader, société japonaise. Alors, ce qui est intéressant avec ces appareils, c'est que, on va voir, ils sont quasiment neufs. À mon avis, ils n'ont jamais été ou très très peu utilisés, donc ils sont vraiment dans un état impeccable. Mais c'est ce qu'on appelle du NOS, c'est du New Old Stock. C'est-à-dire que cet appareil-là, il était vendu dans les années 70. Hein. D'après ce que j'ai vu, il est sorti en 1974, ce qui fait que c'est vraiment pas quelque chose de moderne, mais je veux dire, c'est un petit peu, en fait, on va dire, une sorte de QDN rétroactif, on va dire. Et je pense que c'est assez intéressant. Donc, je vous propose, donc, il y avait deux appareils. Je ferai une autre vidéo pour le second. Et on va découvrir celui d'aujourd'hui, qui est un traceur de courbe de transistors, enfin de semi-conducteurs, hein, le modèle LTC 905. Alors, découvrons déjà un petit peu. On va faire une sorte d'unboxing. Donc, alors déjà, ce que j'adore, voilà, c'est rien qu'on voit la fermeture, là, c'est des trucs, voilà, on voit plus ça maintenant. Mais c'est assez astucieux, en fait, voilà, il n'y avait pas de scotch. C'était ce système comme ça de ficelle. Alors, qu'avons-nous ici à l'intérieur? Nous avons un petit étiquette qui explique qu'il est réglé pour 220 volts. Parce qu'en effet, cet appareil était disponible aussi en 110. Ensuite, on voit un certain nombre de cordons, donc fait avec des fiches bananes. Donc l'idée, ça va être de pouvoir brancher les transistors que l'on teste et éventuellement les brancher aussi sur l'oscilloscope. Et on a même cette sonde là, on peut voir, qui est une sonde qui permet de faire des tests, voilà, des tests en circuit directement. Alors c'est vraiment fait pour le brochage des transistors en TO5 comme ça. Mais voilà, c'est assez sympa. Et derrière, il y a l'appareil en lui-même qu'on va découvrir de plus près. Alors voici comment se présente cet appareil. Alors pour info, il était aussi livré avec une notice, je ne sais pas sous la main parce qu'elle est dans mon bureau là. De toute façon, on peut la trouver assez facilement en PDF sur le net et la télécharger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était encore l'époque où ils fournissaient avec les schémas. Et tout à l'heure, on va regarder un petit peu le schéma en effet de cet appareil pour voir un petit peu comment il fonctionne. Alors c'est un traceur de courbe de semi-conducteur dont l'idée en fait est de regarder la caractéristique tension courant d'un semi-conducteur, éventuellement en faisant varier un autre paramètre qui par exemple généralement va être le courant de base. Donc c'est quelque chose de très classique, c'est destiné, comme on va le voir, à être branché sur un oscilloscope en mode XY. Ces connexions se font ici par ces deux bornes, donc là sur l'ampli vertical, ici sur l'ampli horizontal. Et à l'époque, c'était de toute façon que des oscilloscopes analogiques, mais rien n'interdit, si c'est possible, de l'utiliser sur un numérique. Alors ensuite, les commandes sont très simples. Ça, c'est l'interrupteur global de mise en route, avec ici un voyant. On peut tester des transistors bipolaires ou des FET. Et alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve très souvent sur ce genre de testeur, c'est qu'il y a deux channels, A et B. C'est-à-dire on peut passer de l'un à l'autre. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que comme on va le voir, ça permet très facilement de comparer des transistors. Très souvent, ce qu'on voulait faire avec ce genre de choses, c'était faire ce qu'on appelle de l'appairage pour un amplificateur différentiel, par exemple. Et voilà, on peut comparer un transistor avec l'un, avec l'autre, très facilement. Et un transistor que l'on peut brancher soit, si ça s'y prête, directement là, dans ces petits connecteurs. On voit ici le brochage, hein, émetteur, base collecteur ou drain, source, gate pour les FET. Mais on peut aussi brancher voilà, des transistors de puissance, par exemple, via ici ces fiches, sachant qu'on peut aussi tester des diodes Zener, des trucs comme ça. Donc voilà ici comment ça fonctionne. Ensuite, on a là donc justement la polarité, qui va permettre de tester soit des NPN ou des MOSFET N, soit des PNP ou des MOSFET P, ou au niveau des diodes, la tension directe ou inverse. Donc ça, on va le voir ici. Là, tout simplement, on va pouvoir avoir deux niveaux de courant. C'est-à-dire, en fait, signal, ça va être des courants qui sont assez faibles, et power, des courants un peu plus importants. Donc, voilà, on a ces deux trucs-là. Bon, là, on va voir, c'est l'ajustage de la trace horizontale,
de façon voilà, à la voir au mieux. Et surtout, la tension. C'est-à-dire que là, en gros, ça permet de voir la tension maximum qui va être appliquée entre donc l'émetteur et le collecteur de façon variable, sachant que voilà, on peut aller jusqu'à 10 volts et on passe jusqu'à 100 volts, ce qui est ma foi plutôt assez intéressant. Ça peut éventuellement aussi voir que passer certaines tensions, on va avoir un phénomène par exemple de breakdown, de claquage du transistor. Alors pas forcément destructif si le courant est faible. Et alors l'idée après, ça va être aussi de pouvoir le voir avec différents courants de base ou tension dans le cas de MOSFET, et on va pouvoir le régler ici avec ce commutateur. Voilà. En gros, ça c'est le pas. On va voir qu'il peut y avoir jusqu'à 7 à 8 pas de courant, et là par exemple c'est 10 microampères par pas, 20 micros, 50 et ainsi de suite. Voilà, on peut aller jusqu'à 2000 ampères, ce qui est déjà beaucoup, mais ça serait plutôt pour des transistors de puissance. Donc voilà le truc. Donc on va le brancher, puis on va expliquer un peu plus le principe et faire une démo. Bien, alors essayons de comprendre un petit peu comment fonctionne ce truc. Hein. Je l'ai branché, comme on peut le voir là, sur un oscilloscope. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas branché en mode XY, mais je l'ai branché, je veux dire, de façon un petit peu différente pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc la sortie ici, donc normalement X, si on la regarde comme ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a des demi-alternances ici du secteur. Donc l'idée, c'est que la tension varie ici entre 0 de façon, je veux dire, pseudo-sinusoïdale jusqu'au maximum, et le maximum qu'on règle ici, c'est-à-dire en gros jusqu'à la tension maximale. Là, ça va jusqu'à 10 volts. Donc ça, c'est ce qui va plus tard faire le bailliage X pour bien montrer l'évolution de la tension. La sortie ici, pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'en fait, elle, ce qu'elle va avoir, c'est une tension qui va être proportionnelle au courant qui passe dans le système. Et là, comme j'ai branché aucun semi-conducteur, il n'y a pas. Mais après, pour bien comprendre le côté, justement, traceur de plusieurs courbes, j'ai mis pour l'instant sur l'entrée Y, en gros, ce qu'il y aurait sur la base du transistor ou sur la grille du MOSFET. Et là, on peut voir que voilà, il y a plusieurs échelons. C'est-à-dire que à un moment donné, il va commencer un balayage avec un courant de base ou une tension nulle. Le balayage d'après, il va le faire en ayant augmenté de l'incrément qui a été réglé ici. Par exemple, soit en courant, si c'est des ampères, soit ici, comme on voit, si c'est en tension. Voilà, je perds ma synchro, mais enfin voilà. Ici, en fonction de la tension qui est réglée par le commutateur ici. Et c'est comme ça qu'on va avoir plusieurs courbes. Donc l'idée, en gros, c'est de voir le comportement du courant en fonction de la tension entre donc un transistor, le collecteur et l'émetteur, pour différents courants de base. C'est tout à fait l'idée. Alors, en même temps, il y a cette notion de polarité, c'est-à-dire que là, on voit que c'est des tensions positives, et si j'inverse, on voit que ça inverse tout, ce qui émet des tensions négatives, ce qui va permettre de tester ça. Alors si on l'utilise donc normalement, après ce truc, normalement on le branche comme ça, hein, c'est l'idée, et on va le brancher en mode XY. Bien, alors on va déjà pouvoir faire un premier essai, et on voit que pour l'instant, dans la mesure où j'ai rien de branché, là je suis sur off, la trace évolue bien, là entre 0 volts et ici la tension maximum qui est mise là. Donc comme mesure où il n'y a aucun courant, voilà, on voit que la tension varie entre 0 et 10 volts et qu'il passe aucun courant. Si je mets une diode dans le sens passant, voilà, là qu'est-ce qu'on voit? On retrouve cette courbe ici qui est très je veux dire, représentative d'une diode au silicium, c'est-à-dire que la tension augmente, et passé 0,6 volts, le courant augmente ici très rapidement avec la tension. Donc là, voilà, ça permet de voir le seuil de la diode. Et si j'inverse, voilà, là on peut voir que je n'ai... voilà, elle tient 10 volts en inverse, donc il n'y a aucun courant qui passe. Maintenant, je me suis amusé à faire la même chose avec une diode Zener. Donc la diode Zener, voilà, là, dans le sens passant, on retrouve bien la courbe caractéristique. En fait, elle se comporte exactement comme une diode normale, passer 0,6 volts. Ici, elle passe. Par contre, si j'inverse la polarité, là, on va pouvoir mesurer sa tension Zener. Et là, on voit très bien le coup de Zener. C'est-à-dire que la tension augmente. Là, c'est une Zener, je crois, 7 volts, je crois, dans ces eaux-là.
Et on peut voir ici le coup de Zener. Donc grâce à ça, là je pourrais mesurer des tensions Zener jusqu'à 100 volts en augmentant la tension. Donc voilà, ça va permettre donc déjà de regarder donc, des semi-conducteurs comme des diodes ou des diodes Zener, des DIAC, des trucs comme ça. Alors maintenant, on va regarder ce que ça peut faire avec des transistors. Déjà pour bien comprendre, ici j'ai mis une résistance. Voilà. Par exemple, voilà, là c'est de ce côté-là, pour l'instant j'ai branché une résistance, et comme on peut s'y attendre, on voit ici cette courbe oblique dont la pente sera proportionnelle à la résistance. On voit bien qu'au fur et à mesure que la tension augmente aux bornes, le courant augmente de façon linéaire, ce qui est le propre ici d'une résistance. Alors, si maintenant on met un transistor, voilà, on se retrouve en fait avec ce réseau de courbes qui est très caractéristique et qui permet de voir en fonction de différents courants de base. C'est-à-dire que là, mon courant de base, il augmente par pas de 10 microampères. Là, on voit que j'augmente le courant de base, ce qui a pour effet, bien sûr, d'augmenter aussi là le courant. Mais alors, si on regarde donc les caractéristiques ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est le truc très classique, c'est-à-dire que là, toute cette partie-là correspond en fait à un transistor qui est dit saturé, c'est-à-dire que on peut voir que dans ce cas-là, le fait d'augmenter le courant de base n'augmente pas le courant collecteur, qui dans la mesure où il est déjà au maximum qui peut être, c'est pour ça qu'on dit qu'il est à saturation. On va dire que toute la partie qui est ici correspond à un transistor qui est quasiment l'équivalent d'un interrupteur fermé entre le collecteur et l'émetteur. Alors il y a en effet une petite pente, et puis enfin il y a une petite tension, c'est la fameuse tension qu'on appelle VCE-SAT, et après, là, on peut voir qu'une fois passé cette partie-là, il est plus saturé, et on a ici cette partie-là qui est plutôt linéaire, et qui montre que le courant qui passe entre le collecteur et l'émetteur devient relativement très indépendant en fait de la tension. C'est pas un courant constant, mais quasi quoi. Et on voit ici cette pente. Donc c'est ça qu'on va exploiter généralement dans le cas d'une amplification. Par exemple, ce transistor-là, si vous voulez le faire marcher en classe A, voilà, j'essaierai par exemple de me polariser ici, de façon à avoir une excursion ici linéaire. Donc voilà ce qu'on peut voir. Alors on peut évidemment comparer différents transistors. Et là par exemple ce transistor c'est un très vieux 2N1711 que j'ai sorti de ma réserve. Et là j'en ai un autre du même lot. Et ça va permettre justement là de les appairer. Donc là je vais mettre celui-ci aussi sur son support là. Voilà. Et hop voilà. Et là, on peut voir un truc qui est vachement intéressant, c'est que, avec exactement les mêmes réglages, on peut voir qu'entre ces deux transistors, il y a des différences qui sont phénoménales. Ils ne réagissent pas du tout de la même façon. Donc ça va me permettre éventuellement de voir ça. Alors, je peux le faire avec différents courants aussi. Voilà. Mais là, par exemple, typiquement, on voit bien que ces deux transistors, qui pourtant sont 2N1711, réagissent de façon très différente. Et ça pourrait être très gênant si je voulais faire un amplificateur différentiel avec ces deux transistors, j'aurais sans doute quelques problèmes parce qu'on voit qu'ils sont vraiment très différents. Donc on voit bien ici le côté changement. Donc voilà, après on peut faire pareil pour les transistors PNP, on peut éventuellement tester des triacs, des trucs. Bon, je ne vais pas vous faire la démo de tout, mais voilà, vous pouvez voir ici que c'est quand même un appareil qui est, ma foi, en plus malgré son grand âge, toujours opérationnel. Enfin moi je trouve ça génial, que ce truc-là il date de 74, et on le branche et out of the box, il fonctionne parfaitement. Donc ce que je vous propose maintenant, on va regarder un petit peu le schéma de cet appareil pour justement comprendre un petit peu comment il fonctionne, et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà le schéma de ce traceur de courbe qu'on trouve facilement sur internet et qui, comme je le dis, était fourni avec. Alors faut noter un truc, c'est que entre le schéma que j'ai sur la notice qui était avec et celui-ci, il y a une petite différence. A priori, ils ont fait quelques améliorations. Ça, c'est la version, on va dire, un petit peu plus moderne. Enfin bon, à part ça, je veux dire, il y a très peu de changements. Alors, si on regarde un petit peu ce schéma, on peut voir que il est fait de façon assez astucieuse en se basant au maximum, en gros, sur le secteur. On va pouvoir y distinguer plusieurs parties, à savoir là la partie alimentation,
qui fournit donc du plus 9 volts, moins 9 volts et du plus 5 volts. Ensuite, on va avoir là la partie qui va justement faire ce qu'on a vu, le balayage en X et la mesure du courant. Et cette partie centrale qui est celle qui va générer donc les marches d'escalier que l'on a vues. Alors partons du début. Donc là, on a la fiche secteur. Là, on voit qu'il y a éventuellement donc des possibilités en interne pour le faire marcher en 220 ou en 120. Enfin voilà, ça c'est pas le problème. On a ici bien sûr l'interrupteur de mise en route. Et là, ce petit néon voyant. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les LED, ça commençait, je ne sais même pas si ça existait trop. Donc là, voilà, c'est ce petit néon avec cette résistance-là en série. Derrière, donc ces deux enroulements symétriques de 12 volts donnent donc, grâce à ce pont de diode, deux tensions donc de 12 volts, enfin bon, plus, hein, parce que c'est 12 volts fois racine de 2. Et là, on retrouve ce que je vous ai déjà expliqué, c'est des régulations shunt. C'est-à-dire que là, on a bien les condensateurs de filtrage. Derrière, là, c'est résistance et ces diodes Zener, elles-mêmes bypassées par ces condensateurs, qui donnent donc ces tensions. Donc voilà, après c'est un truc qui consomme peu, donc des régulations comme ça shunt avec Zener, ça peut suffire. Alors pour la partie ici, donc balayage, là on voit que les différentes tensions se fait tout simplement en prenant différentes prises sur ce transformateur. Alors déjà on peut comprendre que si on voulait fabriquer soi-même cet appareil en partant de ce schéma, ça serait assez complexe parce que on voit que c'est vraiment un transfo très, très spécifique pour le faire. Cette tension-là, elle est redressée là avec ces diodes-là. Alors là, il y a ces deux diodes en série. À vrai dire, je comprends pas trop de leur utilité. C'est assez bizarre en fait. Et là, en fait, il y a cette charge là qui permet d'avoir toujours quand même un courant là qui passe. Enfin, bon, voilà. Donc ici, on voit bien qu'on retrouve là ces différentes alternances, sachant que grâce à cet interrupteur-là, on peut éventuellement l'inverser, hein, selon que ce soit NPN ou PNP. Donc ça, c'est ce qui va faire donc le balayage, et on voit que la sortie, là, arrive bien sur le truc horizontal, et derrière, il y a ces résistances de puissance, dont on peut choisir justement la sensibilité, selon que ce soit un transistor de puissance ou pas, c'est-à-dire que c'est en commutant ces résistances qu'on va avoir un courant différent, qui va sur la voie verticale. Et voilà, donc en gros, si on résume, ça veut dire que le courant ici est mesuré avec ce qu'on appelle un shunt. En fait, ces résistances-là, c'est des résistances de shunt qui permettent donc d'avoir bien une tension sur la voie verticale qui est proportionnelle au courant. Donc tout ce beau monde arrive là sur ce commutateur, donc qui permet, comme on l'a vu, de choisir entre les deux systèmes de test. Et ça, donc, c'est une tension qui va être appliquée généralement entre la borne, en gros, émetteur-collecteur ou drain source, faite. Et on a bien donc cette possibilité-là, c'est ça qui va faire donc cette oscillation, je veux dire positive ou négative, de la trace horizontale. Alors reste à faire les marches d'escalier. Et ça, donc, c'est fait par rapport à ce système-là. Donc là, on a pareil un pont de diode sur ce petit enroulement qui va fournir très très peu de courant, mais dont le but est ici de donner des impulsions à 100 Hz positives à cet endroit-là. Ces impulsions arrivent sur ce montage qui est un trigger de Schmitt, qui permet d'avoir des déclenchements francs même s'il y a des petits parasites. Alors c'est ça qui a été modifié. En gros, sur le premier... le schéma que j'ai, c'est pas réellement un trigger de Schmitt, c'est juste une mise en forme, et à mon avis, c'est ça qu'ils ont ici amélioré, comme ça. Ce qui permet là, donc, d'avoir des impulsions à 100 Hz qui sont, je veux dire, très propres à cet endroit-là. Et là, donc, ils ont utilisé ces circuits-là. Alors là, c'est pareil, c'est assez bizarre. Il y a des circuits, en fait, j'ai eu du mal à trouver, mais la série HD25, c'était, en gros, c'est du circuit TTL qui était fait par Hitachi. Et alors sur le mien, c'est du 25 aussi ici. Enfin bref, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? En gros, on a un compteur binaire à 3 bits hein, qui est fait là avec ces bascules JK. Je rappelle qu'une bascule JK, quand les deux entrées sont à 1, c'est-à-dire ici en l'air, ce qui n'est pas très bon comme design, mais enfin bon, en TTL normal, on va dire, ça le fait. En gros, à chaque impulsion,
il te gueule, hein, c'est-à-dire il va passer de 1, enfin je vous renvoie sur ma vidéo ici sur les bascules. Donc on a ici ce compteur, et là on a quelque chose aussi qui est très classique, ce qu'on appelle un réseau R2R, constitué de résistance de 22K ou de résistance de 22K en parallèle, ce qui fait des résistances de 11K. Alors, ils ont utilisé ce truc-là, ça permet d'avoir des résistances, on va dire, de 11K sans avoir besoin d'avoir deux références. Et on va retrouver donc à cet endroit-là, en gros, une tension. C'est un convertisseur digital analogique, hein, donc qui fait cette marche d'escalier, donc toutes les impulsions, donc toutes les 10 millisecondes, hein, vu que c'est du 100 Hz, et ben, on monte ici une marche à cet endroit-là. Ensuite, donc cette tension-là, alors elle peut être ou pas inversée selon ici les réglages, et on arrive là sur un ampli up, un 741, qui va permettre en gros, voilà, de les mettre en forme, de les bufferiser et de les ajuster. Donc on a ici, selon le mode, je veux dire, le réglage qui permettrait de calibrer en fait par rapport à ça. Et derrière, ben là on voit qu'on a soit ici les sorties en tension, c'est-à-dire que la sortie du 741, elle arrive ici sur ce pont de résistance qui permet de choisir des tensions, parce que pour un MOSFET, la grille, on ne va pas raisonner en courant, il n'y a pas de courant qui passe dedans, donc on va raisonner ici en tension, donc on voit qu'on a 100, 200 ou 500 millivolts par pas. Par contre, pour les transistors bipolaires, ben là on voit qu'en gros, on choisit le courant en mettant ici différentes résistances en série, et donc ça rentre ici dans le base. Donc voilà le schéma de ce truc-là, qui, me foi, est plutôt astucieux et permet de faire le job, je veux dire, en se passant en gros, enfin voilà, tout est basé sur le secteur, donc ils n'ont pas eu besoin de faire des oscillateurs, des trucs comme ça. Voilà donc pour la présentation de ce super appareil, hein, donc un grand merci à Philippe de m'avoir envoyé ce témoignage, on va dire, de la technologie des années 70-80. Et qui, comme vous le voyez, fonctionne encore super. Et d'ailleurs, enfin, c'est un appareil qui est toujours tout à fait, comme on l'a vu, exploitable. Et qui, comme on l'a vu aussi, est dans un état vraiment impeccable. Hein. Enfin, voilà, c'est vraiment un appareil neuf. Donc, il m'en a envoyé un autre que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et qui, lui, on le verra, est un petit peu plus complexe. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ah, qu'est-ce que tu fais? T'es philosophe. Ah, c'est super d'étudier la philosophie. Alors, c'est important la philosophie. Moi, c'est ce que je dis aussi. Voilà. Dans la vie, l'important, c'est d'être soi-même. Par exemple, toi, Maurice, qu'est-ce qui t'empêche d'être vraiment toi-même? Le code pénal. Ça fait peur. Enfin, là-dessus, que le grand Scopie vous fasse de belles courbes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Spiritual warfare against false prophets.